Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler du silence des agneaux. Le silence des agneaux s'intègre parfaitement dans mes analyses sur la décadence qui s'est opérée depuis les années 60 au sein de la société américaine. Donc je vais recontextualiser. Moi je pars du principe que le monde est dans une décadence spirituelle depuis très longtemps. Et à chaque étape de l'histoire, il y a un drame qui accélère cette décadence. En l'occurrence, dans les années 60, le meurtre de Kennedy, comme l'éviction de De Gaulle en 68 pour la France, on va voir que c'est lié, entraîne un phénomène de chute euh, vers un monde superficiel qui est accompagné notamment par Hollywood et les lobbies. Et en l'occurrence, quand on parle du silence des agneaux, c'est le lobby gay lesbienne euh, qui est très proche du lobby juif sioniste qui règne à Hollywood. C'est-à-dire que le meurtre de Kennedy a profité aux judéo-protestants, puisque Kennedy était catholique, et la configuration de la société américaine qui est née du meurtre de Kennedy, de Martin Luther King et tous les leaders d'émancipation des années 60, est propice, si vous voulez, aux tenants de cette décadence, c'est-à-dire le bout de cette décadence, c'est-à-dire le pôle juif et le pôle gay-lesbien. Hein. Puisque, qu'est-ce que c'est que la décadence finalement? La décadence, c'est quand les gens ne font plus d'efforts spirituels et se complaisent dans un enfermement matérialiste, un système élitiste, si vous voulez, sophistiqué. Sophistiqué dans le culte de la science, mais totalement aliéné. Plus la société chute là-dedans, plus les gens qui sont au bout de cette décadence, les juifs, là en l'occurrence sionistes à Hollywood, et puis les gays et les lesbiennes, prennent de l'importance. Donc, au travers du cinéma, ils vont accompagner cette décadence et l'encourager. Et le silence des agneaux s'inscrit tout à fait dans cette optique. Alors vous allez me dire, la plupart du temps, quand on parle du silence des agneaux, on se dit, ah, Oscar, bah oui, Oscar, en général, quand on est récompensé par un Oscar, c'est mauvais signe, il faut le savoir, puisque on est oscarisé quand on fait bien le faillot, si vous voulez. Donc, et au sein du système. Parce que à partir du moment où Kennedy était assassiné par l'Amérique raciste, ils vont substituer au mouvement des années 60 qui tentait de s'émanciper, avec l'émancipation des Noirs, la fin de la guerre froide. Et ils vont mettre Woodstock en place pour dégrader ce mouvement d'émancipation des années 60 et proposer leur propre modèle. Et c'est à partir de là qu'Hollywood va être une machine à formater les esprits à la nouvelle configuration raciste sioniste, hein, puisque j'ai expliqué. Kennedy, c'est l'Amérique irlandaise catholique. Mais on peut comprendre par là le mouvement italien catholique aussi. C'est le mouvement catholique aux États-Unis, qui est en contradiction avec le mouvement raciste judéo-protestant. Je reprends toujours les mêmes bases. Depuis l'époque de Cromwell, les extrémistes protestants massacraient déjà les Irlandais catholiques. Dans le temps, avec l'ère élisabéthaine et la traite négrière, dans les colonies anglaises, ça va donner plus tard les sudistes, c'est-à-dire le pôle américain raciste lié au mouvement sioniste anglais, qui, quand par exemple Lincoln va travailler avec le Nord à achever la guerre de sécession avec le Sud et à permettre aux Noirs d'avoir un peu plus de droits, même si ce n'était pas parfait, on retrouve le pôle réfractaire judéo-protestant raciste pour assassiner Lincoln, si vous voulez. Et dans le temps, dans les années 60, c'est les mêmes qui assassinent Kennedy. Ça donne les néoconservateurs, si vous voulez, qui sont que l'extension de l'époque de Cromwell, de l'ère élisabéthaine et de la traite négrière dans les colonies anglaises, et les sudistes, ça donne les néoconservateurs qui assassinent Kennedy. Il faut suivre toute la lignée pour comprendre. C'est pour ça que Kennedy, qui était pour l'émancipation des Noirs, la fin de la guerre froide, et puis se recentrer sur son pays, était en travers d'un projet qui est récurrent, notamment depuis 1815, où les Rothschild se sont accaparés l'économie anglaise sur la défaite de Napoléon. Il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, l'Angleterre et le pôle juif protestant Windsor Rothschild tirent les ficelles, si vous voulez. Ça veut dire que le centre d'impulsion vient de là. Et donc l'idée de la résurgence d'Israël par la dégradation des branches religieuses résiduelles ou c'est quelque chose de récurrent dans la culture américaine et tous les gens qui sont en travers de ça sont assassinés. En l'occurrence, dans les années 60, c'est Kennedy. Et une fois que Kennedy est assassiné, vous regardez, l'Amérique raciste réinvestit les États-Unis au Vietnam, alors que Kennedy était en train d'essayer d'en partir, et poursuivent un plan qui avait commencé déjà à la fin de l'ère colonialiste anglaise. C'est-à-dire que les Anglais avaient fomenté la révolution bolchevique pour massacrer le plus d'orthodoxes possible. Hein.
et les Américains qui prennent la suite de l'Angleterre, qui prennent l'hégémonie, poursuivent le plan de destruction des Russes par la guerre aux bolcheviks, c'est-à-dire la guerre froide. Voilà. Et Kennedy voulait stopper ça, donc il est assassiné par le pôle raciste judéo-protestant avec le projet de résurgence d'Israël au détriment des branches religieuses. Vous comprenez bien le principe. Et il faut bien comprendre que le cinéma d'Hollywood, à partir de ces années 60, va être réajusté à cette optique belliciste dégradante. C'est pour ça qu'on assiste dans le cinéma à cette époque, à partir du moment où on bascule dans les années 70, à une chute, si vous voulez, du niveau qualitatif. Le cinéma des années 60, même début 70, est intéressant. Et puis après, on bascule tout à fait dans de la propagande pure et une soumission matérialiste assez parfois comment dire, assez hypocrite d'ailleurs, avec des fausses tentatives de rébellion qui sont en fait que des soumissions gauchistes avec des fausses rébellions, si vous voulez. C'est toujours très pervers le cinéma à partir de là. Et donc le silence des agneaux, si vous voulez, a un rapport direct avec l'assassinat de Kennedy. Alors la première chose qu'on peut dire quand on parle du silence des agneaux, c'est qu'on a affaire au lobby gay, au lobby lesbien, hein, puisque Jonathan Demme est un fervent défenseur du lobby gay, il y est impliqué, et que Jodie Foster est une lesbienne. Mais là encore, je ne suis pas manichéen, il y a les bons gays, il y a les mauvais gays. Ça peut prêter à sourire ce que je dis, mais vous avez les gays comme Thierry Messant qui reprennent très rapidement la critique du 11 septembre que certains n'ont pas voulu mettre tout en plan. Je crois que c'est Emmanuel Ratier qui a, je mettrai le profil d'Emmanuel Ratier, qui a délégué l'idée à Thierry Messant. Mais Thierry Messant était donc le premier à critiquer le 11 septembre. Et donc ça, c'est le pôle gay est capable donc d'être extrêmement courageux et de remettre en cause le système. Bonjour. À la fin du mois dernier, la revue Janes a publié un article d'enquête sur une livraison d'armes des États-Unis en Syrie. Alors Janes, c'est un hebdomadaire qui fait autorité en matière d'armement dans l'ensemble du monde. D'après cet article, le US Military Sealift Command, c'est-à-dire la branche de l'US Navy chargée des transports, de la logistique, avait lancé un appel d'offres sur un site tout à fait officiel des États-Unis pour transporter des armes depuis la Roumanie jusqu'en Turquie et en Jordanie. En étudiant cet appel d'offres, on se rend compte que d'abord ces armes, si elles transitent par bateau depuis la Roumanie, proviennent de Bulgarie. En effet, la société qui les fabrique, c'est une société bulgare. Et donc là, on trouve confirmation de ce que nous avions dit à cette antenne il y a plusieurs mois sur le rôle de la Bulgarie dans l'approvisionnement en armes des djihadistes, et non seulement en armes, mais aussi en drogue de synthèse. Toujours en étudiant cet appel d'offres, on découvre que la livraison, qui représentait 117 containers, c'est-à-dire plus de 2000 tonnes d'armes, comprenait à la fois des kalachnikovs, des mitrailleuses, beaucoup d'explosifs, et surtout 50 lance-missiles Factoria, avec environ 800 tubes, 800 missiles pour utiliser ces lance-missiles. Alors ce sont des lance-missiles anti-tank, et la revue Janes nous précise que si les États-Unis ont choisi des missiles Factoria, c'est parce qu'ils ressemblent aux anciens missiles Fago. En fait, c'est une amélioration des missiles Fago dont l'armée arabe syrienne se trouve équipée. Et de cette manière, on pourra attribuer à l'armée arabe syrienne des crimes qui seront commis avec les Factoria par les djihadistes. L'appel d'offres a été remporté par la société Transatlantic Lines qui a affrété un cargo, le Jaysir, qui est parti la première fois le 5 décembre 2015 de Roumanie, est allé d'abord verser la moitié de son
de sa cargaison en Turquie. Cette cargaison a elle-même été transférée par le MIT turc, c'est-à-dire les services secrets turcs, directement aux djihadistes. Et l'autre moitié de la cargaison a été livrée en Jordanie, où là, ça n'est pas l'armée jordanienne, mais directement les forces US qui ont transmis ces armes aux djihadistes. Alors, déjà, une première remarque. Si l'on en croit d'autres articles parus dans la presse favorable aux États-Unis et opposés à la République arabe syrienne, de manière systématique, les groupes dits modérés, lorsqu'ils reçoivent des armes des États-Unis, en donnent au minimum la moitié, et ceci de manière systématique, soit à Al-Qaïda, soit à Daesh. Là, on est dans un système où, officiellement, les États-Unis luttent contre Al-Qaïda et Daesh, mais en réalité, ce sont les États-Unis qui leur apportent des armes. Et on avait déjà vu ça, si vous vous souvenez, en 2014, lorsque une réunion s'était tenue à Amman, en Jordanie, et au cours de laquelle les services des États-Unis avaient organisé le transfert des armes qu'ils venaient de livrer à l'armée irakienne à Daesh. Donc, on nous dit que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, peut-être, mais cela vient de se reproduire, donc début décembre, en Syrie. Et là où les choses sont très étonnantes, c'est qu'une deuxième cargaison est partie de Roumanie le 28 mars. Alors ça, c'est tout à fait incompréhensible puisque cela faisait déjà 5 semaines que le cessez-le-feu avait été signé ici en Syrie. Donc les États-Unis nous disent que c'est l'armée arabe syrienne qui viole le cessez-le-feu, mais en réalité, eux utilisent le cessez-le-feu pour approvisionner en armes Al-Qaïda, Daesh et les groupes dits modérés, de manière à pouvoir relancer la guerre lorsqu'ils annonceront eux-mêmes la fin de ce cessez-le-feu. Et avec 2000 tonnes d'armes, on peut certainement relancer pendant plusieurs mois cette guerre. Donc, que faut-il comprendre des déclarations de John Kerry annonçant que le cessez-le-feu est devenu de plus en plus improbable? On doit se souvenir qu'en 2012, fin 2011, début 2012, alors que la guerre n'était pas vraiment démarrée ici, la période de cessez-le-feu de facto au cours de laquelle la mission d'observation de la Ligue arabe puis celle des Nations unies s'était rendue en Syrie avait identiquement été utilisée par le Qatar, cette fois, pour approvisionner en armes les djihadistes qui allaient lancer la grande guerre contre la Syrie. Donc, ne soyons pas naïfs, les États-Unis n'ont toujours pas abandonné leur guerre contre la Syrie. Vous avez le militaire Manning qui a dénoncé les exactions de l'armée américaine en Irak, hein, et que certains ont voulu exécuter pour ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, les bons gays, c'est-à-dire les personnes qui critiquent le système de la bonne manière. Mais vous avez aussi le mauvais pôle gay, lesbienne. On voit en France avec des personnes comme Caroline Fourest, par exemple. Bien sûr que sur le sol, il y a des gens qui étaient intégristes, djihadistes même. Et ben, il fallait les défendre quand même. Parce que nos principes d'universalisme, c'est de refuser la dictature. Et puis la situation n'est pas la même en Tunisie et en Libye. En Libye, c'est un pays tribal où l'islam est probablement la seule chose qui aujourd'hui peut faire une nation. Et honnêtement, je crois qu'ils ne peuvent qu'en passer par là. Qui accompagne totalement la logique raciste néocoloniale qui s'est imposée depuis les années 60 et le meurtre de Kennedy et puis l'éviction de De Gaulle par mai 68. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui ont assassiné Kennedy vont se substituer à cette Amérique des années 60 en proposant Woodstock aux États-Unis en 69 pour dégrader la jeunesse. Ils ont assassiné les leaders des mouvements d'émancipation des Noirs, Martin Luther King, Malcolm X, et ils dégradent la jeunesse et le mouvement en place par Woodstock. Mais en France, c'est les mêmes qui vont dégager De Gaulle par mai 68 et qui vont mettre un mouvement gauchiste en France dédié au néocolonialisme américain. Ça donne Nicolas Sarkozy et François Hollande qui se juxtaposent aux guerres néocoloniales de Bush sur l'imposture du 11 septembre. Le colonel Kadhafi
a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ces forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Et celles et ceux qui avaient des doutes sur les intentions de Bachar el-Assad ne peuvent plus maintenant en avoir. Il parle de liquider tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Hein, c'est pour ça que c'est lié, si vous voulez. Quand je parle de bons gays, de mauvais gays, je parle de gens inscrits dans cette optique de la critique du système. Et Thierry Messant critique donc le 11 septembre, tandis que Caroline Fourest accompagne le mensonge du 11 septembre et les guerres de déportation. On est bien donc dans il faut bien comprendre les années 60 pour comprendre notre époque moderne. Il faut comprendre l'histoire en général, mais plus particulièrement les années 60. Et donc, en 1991, sort le Silence des agneaux, qui va être oscarisé, qui va rafler pratiquement tous les Oscars, en compétition avec le film JFK d'Oliver Stone. Et vous allez remarquer que vous avez alors, à cette époque de 1991, deux Amériques. Une Amérique d'Oliver Stone qui se penche sur l'assassinat de Kennedy et qui se pose la question de savoir si... avec l'ambiguïté du film de JFK, certains trouvent que c'est un bon film, le JFK d'Oliver Stone. Certes, il aborde le Cléchot, qui est un personnage central, hein, qui est relié d'ailleurs à Churchill, la vieille Angleterre sioniste. C'est un Américain gay, sadomasochiste, qui est impliqué dans les années 60 dans les réseaux Stay Behind pour stigmatiser l'URSS par des attentats sous faux drapeau, et qui est impliqué à la fois dans l'assassinat de Kennedy, dans le financement à la Nouvelle-Orléans, et à la fois dans la tentative d'assassinat sur De Gaulle en 62. Donc le film de JFK est intéressant puisqu'il pointe le rôle de Clay Bertrand dans son film. Mais il ne va pas plus loin que ça, si vous voulez. On voit, alors pour ceux qui connaissent le film, il suffit de regarder le regard de Kevin Costner quand il parle face caméra dans le film pour voir que finalement le JFK d'Oliver Stone, c'est un peu tourner la page de l'affaire JFK. Et c'est pour ça que le silence des agneaux, qui répond au JFK de Stone, le silence des agneaux, c'est-à-dire le silence des gens par rapport à ce qui s'est passé, induit la mise sur l'arrivée et le fait que le lobby gay lesbienne prenne de plus en plus d'importance, parce que à partir du moment où les gens se taisent et acceptent l'imposture, on se dirige dans un mouvement de décadence dont le lobby gay, lesbien et les lobbies juifs tirent tous les partis puisqu'ils sont le fond de la décadence, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut comprendre le silence des agneaux comme une réponse au JFK d'Oliver Stone. Alors, les références au JFK sont en plus compris, alors consciemment ou pas, dans le film du Silence des agneaux. Je vous mettrai les références. On voit, il y a eu un passage qui est clé dans le Silence des agneaux, c'est quand Clarice Starling va dans le couloir pour rencontrer Hannibal Lecter la première fois. Vous verrez, dans la première cellule, il y a un type qui ressemble curieusement à Oliver Stone, qui est en prison. Donc. Le deuxième type, c'est un noir amorphe. Le troisième type, c'est un Italien catholique. Voilà. On a bien la référence directe au JFK d'Oliver Stone et la dégradation du mouvement de l'Amérique des années 60 qui aboutit à Hannibal Lecter. C'est-à-dire, on peut dire Alors, Hannibal Lecter, du coup, ça peut être plusieurs choses. Parce que ça peut être le fond de l'assassinat de Kennedy avec les judéo-protestants qui veulent dégrader le mouvement et se complaire dans une certaine homosexualisation de leur modèle, c'est-à-dire dans une certaine homosexualité dans leur modèle, c'est-à-dire dans une complaisance consumériste plate au système élitiste judéo-protestant. Et ça peut être les gens qui ont mis en place les mouvements de mode pour dégrader le tout, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, parce qu'il a le rôle d'un cannibale, d'un psychopathe, mais en réalité, c'est un peu de l'arrogance gay de prendre parti de la décadence, si vous voulez. Hein. C'est
l'Hannibal Lecter, c'est que la contrepartie du réalisateur Jonathan Demme et du lobby gay qui, alors que les gens comprennent pas qu'ils sont en train d'aller dans une... Comme ils sont le bout de tableau et que ils voient les gens tomber, donc ils voient clair à ce niveau-là, ils essayent, mais c'est très arrogant parce que dans la réalité, les rapports de force sont pas du tout aussi simples que ça. C'est l'arrogance par le cinéma, si vous voulez. Mais regardez, Stone, donc c'est l'Amérique qui se pose la question sur l'assassinat de Kennedy. Le noir dans la cage, c'est le mouvement des noirs qui a été court-circuité dans les années 60. Et l'italien catholique, ce sont le mouvement de catholiques floué par l'assassinat de Kennedy. Hein. Les Italiens catholiques sont compris dans le lot. Alors, le type se masturbe et puis jette sa semence sur l'enquêtrice, si vous voulez. Donc, c'est pour le réalisateur, c'est le bout du bout de cette Amérique des années 60 qui se superficialise. Mais dans la réalité, c'est plus de l'arrogance du lobby gay parce que eux, en réalité, par rapport aux années 60, sont à milieu de comprendre le niveau, enfin, d'arriver au niveau d'émancipation de ce qui s'était passé dans les années 60. Donc il y a une inversion à ce niveau-là. Mais Clarice Sterling, pour le faire clair, l'inversion du film consiste à jouer entre deux rôles. Le tueur qui revêt la peau de femme, qui l'emprisonne et qui l'assassine, et le fait que Clarice Sterling, c'est le côté lesbien carriériste, un peu à la Kramer contre Kramer, qui prend le rôle des hommes suite à la dévirilisation opérée par le meurtre de Kennedy. Puisqu'on est dans un mouvement de décadence, le mouvement se dévirilise et les femmes prennent de plus en plus d'importance et se lesbianisent au profit du nouveau système moins viril, si vous voulez. Et donc, quelque part, c'est aussi Jodie Foster qui se revêt de la peau d'homme dont elle prend le travail, quelque part. Hein, c'est ça et ça c'est un point de vue gay inversé de la part du réalisateur de jouer entre le type qui revêt la peau de femme alors que la décadence enclenchée par le meurtre du père dans les années 60 amène un monde gauchiste dont le mouvement gay lesbien prend de plus en plus d'importance et dont les femmes sont ingérées dans le monde du travail en remplaçant les hommes, si vous voulez. Donc c'est là qu'est l'inversion du film, le principal du film, le Silence des agneaux. Mais on peut aller plus loin, puisque le Silence des agneaux, c'est une série de films. Et le premier film, c'est Le Sixième Sens, qui est un film correct en plus, hein, Le Sixième Sens, hein, qui n'est pas aussi pervers que le Silence des agneaux. Alors, ce qui est intéressant pour bien tout mettre en relation, c'est que le tueur dans Le Silence des agneaux, c'est un type qui écoute de la musique psychédélique avec des références à la Lune, à la conquête spatiale, si vous voulez. Hein, avec mais il y a une référence, si vous voulez, à comment dire, au pôle sombre militaire américain qui s'en va dans le culte de la... Vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont récupéré les projets des nazis sur les ovnis et les soucoupes volantes. Et en fait, il y a toute une mythification, c'est-à-dire que les programmes militaires du pôle judéo-protestant extrémiste couvrent leurs recherches secrètes par des mythes d'extraterrestres qui n'existent pas. En réalité, c'est un mythe pour couvrir les recherches et les essais de leur dernière technologie qu'ils ont développée depuis qu'ils ont fait rapatrier les savants nazis qui travaillaient sur le projet. C'est une réappropriation gauchiste par le mouvement judéo-protestant de ce qu'ont fait les nazis. Et ils couvrent ça derrière des mythes comme Roswell, les extraterrestres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle du pôle, quand on parle des ovnis, des extraterrestres et de ces choses-là, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, on fait référence au pôle militaire industriel qui travaille de ce côté-là. Et c'est judéo-protestant extrémiste. Et dans le film, le tueur psychopathe a dans son appartement des références à ça, avec des grandes affiches sur l'espace et les choses comme ça. Et il écoute de la musique psychédélique.
il fait référence directement au mouvement de mai 68, au gauchisme psychédélique de ces époques, qui travaille pour le mouvement judéo-protestant extrémiste, qui s'enfuit dans la déportation belliqueuse et la sophistication militaire et le culte de la science, si vous voulez. Et donc, on voit bien que dans le sixième sens, l'inspecteur finit par le tuer, et Hannibal Lecter a été chopé et mis en prison par ce même inspecteur. Et le directeur de l'asile psychiatrique dans lequel est confiné Hannibal Lecter est un type performant, sérieux et compétent dans son domaine. Or, vous voyez bien que quand on passe dans le silence des agneaux, on passe de l'enquêteur qui a arrêté Hannibal Lecter et qui met fin à la folie meurtrière du type psychédélique qui représente Woodstock, hein, quelque part, et cette Amérique gauchiste qui s'inscrit dans l'Amérique raciste qui se déporte dans la contamination belliqueuse d'autres cultures au profit de la résurgence d'Israël, c'est-à-dire qui se défausse de son homosexualité dans le monde, hein, de son homosexualité de confinement au système élitiste, dans le monde, plutôt que de faire des efforts d'émancipation. Ce qui permet la résurgence d'Israël, c'est-à-dire la résurgence des marchands du temple et un monde néofasciste industriel à la place d'un monde religieux en faillite, si vous voulez. Et donc, on passe du sixième sens où, quand la dévirilisation met en place les femmes à la place des hommes, c'est-à-dire que Jodie Foster est la nouvelle enquêtrice, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Hannibal Lecter s'échappe. Donc le mouvement Woodstock est libéré et quelque part, ce que représentait le Hannibal Lecter, c'est-à-dire les lobbies gays, juifs et le confinement homosexuel, est libéré. Vous voyez, c'est ça le silence des agneaux. Et d'ailleurs, le directeur de la prison est passé de compétent dans le sixième sens. Dr. Shelton, ici Jack Crawford. Vous avez Graham, ou du fil. J'ai sous les yeux un message, ou plutôt les deux parties d'un message, qui semble provenir de l'homme qui a tué plusieurs personnes à Atlanta. Dr. Shelton, d'où tenez-vous ça? Hannibal Lecter l'avait dans sa cellule, caché dans un bouquin. C'est arrogant et méprisable dans le... Parce que d'un point de vue gay, c'est-à-dire du réalisateur Jonathan Demme, le type qui bloque Woodstock, c'est un type qui empêche le lobby gay de prendre de plus en plus d'importance. Donc il faut le faire passer pour un type antipathique. Et avec Jodie Foster, donc vous verrez, si vous suivez un peu la série, au fur et à mesure, Hannibal Lecter devient pratiquement sympathique et en liberté, et il fait ce qu'il veut, si vous voulez. Et ça, c'est bien la libération de ce mouvement Woodstock qui donne mai 68 un peu avant, par les mêmes, ça donne mai 68 en France, ça donne le mouvement gauchiste de mai 68 l'Amérique, je le redis, l'Amérique raciste a assassiné Kennedy et ils ont viré de Gaulle et mis mai 68. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place en France un mouvement gauchiste dédié à l'Amérique raciste néocoloniale. Ça donne Sarkozy et Hollande qui vont s'engager dans les guerres de Bush. Hein. Je le redis pour que ce soit clair. Et donc, le lobby gay, juif et lesbien prennent de plus en plus d'importance sur cette imposture, ce détournement et sur le meurtre du père. C'est pour ça qu'on est dans des sociétés stériles où les gens sont dans la répétition de toujours une déclinaison d'un même modèle qui se dévirilise et qui a plus de sens, si vous voulez. C'est un peu la déclinaison qu'avait exposé Andy Warhol, qui était déjà un imposteur, paraît-il. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle à proposer, on est dans l'enfermement d'une répétition de quelque chose de malsain qu'on décline. C'est un peu du Picasso. Aujourd'hui, la musique, par exemple, c'est que des reprises d'anciens thèmes robotisés, si vous voulez. Mais ce n'est pas un nouveau modèle qui change de ce qui a été fait. Depuis l'imposture de l'assassinat des leaders des années 60, on est dans un enfermement aliéné qui prend de plus en plus qui devient de plus en plus aliénant quelque part. On en arrive pratiquement à l'enfermement de l'humanité dans l'humain artificiel au service du judaïsme, tellement ce mouvement est dans un enfermement pathologique au secret de famille et au culte de la complaisance narcissique qui en résulte. Voilà, et c'est pour ça qu'on est dans des modèles sociétaux, de société totalement aspirituels, matérialistes et plats, si vous voulez. Les gens ne sont que dans la répétition et dans la déclinaison de moins en moins humaine et de plus en plus superficielle d'une même chose étirée dans le temps.
hein. Et donc, l'imposture du silence des agneaux, c'est ça. C'est le lobby gay lesbien qui tire avantage du fait que les gens se taisent par rapport à l'assassinat de JFK et que le lobby gay et lesbien prennent de plus en plus d'importance parce que les gens se dévirilisent, si vous voulez, et s'aliénisent, hein. Alors, on peut mettre ça en parallèle avec moi, ce que je trouve... Moi, certains de mes films préférés, c'est la série des Aliens. Voilà, sont compris dans la série des Aliens. Parce que la série des Aliens parle aussi de la même chose. C'est-à-dire que, en plus, alors je le dis, pour moi, Sigourney Weaver, pour une fois, c'est une actrice qui joue un rôle juste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la surenchère, elle n'est pas dans la perversion, elle cadre avec la réalité de ce qu'elle représente. On n'est pas dans le lobby gay et lesbienne avec Sigourney Weaver. On est plus dans la génération Kramer contre Kramer et les femmes qui sont de plus en plus ingérées dans le monde du travail. Le premier épisode d'Alien 1, ça n'est que la retranscription de la compétition du monde du carriérisme de société américaine à cette époque-là, hein. Vous regardez d'ailleurs, Alien 1 sort pratiquement en même temps que Kramer contre Kramer. Le vaisseau n'est que la retranscription de la compétition du monde du travail à l'époque. Avec vous regardez, c'est sous le biais de la fiction que c'est raconté, mais tout le film, en fait, le vaisseau est un espace fermé où les gens finissent par se faire éliminer les uns les autres. Et vous regardez à la fin, celle qui a écouté et qui a suivi les ordres à la lettre, hein, puisque finalement Sigourney Weaver écoute les ordres de l'ordinateur de bord qui s'appelle Maman, hein, je crois. Elle a écouté Maman tout le long, hein, c'est les élites en fait, et à la fin elle se barre avec une mallette et son charrou dans l'espace. Donc, on voit au début, le commandant du vaisseau s'appelle Dallas. Il y a une référence aussi à JFK. Et il finit brûlé. Parce que ça aussi, la version française, ça a été caché. Mais dans la version complète, on voit le commandant part à la recherche de l'alien, c'est-à-dire de l'aliénisation dans le monde du travail et dans le système élitiste. Et finalement, il se fait attraper, il est enfermé dans cette aliénisation. Et c'est le pôle dévirilisé. Quand Sigourney Weaver, donc Ripley, le brûle pour abréger ses souffrances avec un lance-flamme, c'est le processus de dévirilisation opéré par la société qui se met en place après l'assassinat de Kennedy dans les années 60 et le fait que les judéo-protestants réorientent le monde dans un système de soumission aux élites. On voit bien ce passage-là dans le premier Alien, si vous voulez. Et à la fin, par le jeu vous voyez, tous les gens se font éliminer. À la fin, il n'y a plus que Ripley qui se barre dans un module dans l'espace, si vous voulez. Mais c'est que la dévirilisation du modèle sociétal qui amène quelque part à une lesbianisation des femmes, c'est-à-dire une ingérence des femmes dans le monde du travail et une dévirilisation du mouvement qui, à force de se prolonger dans le temps, se dévirilise et donne plus ça, on arrive un peu, c'est à l'accroisement aussi du silence des agneaux, parce qu'on arrive à une dévirilisation qui, pour s'étirer dans le temps, trouve toujours... Si vous voulez, on peut le dire autrement aussi. Quand ils ont mis Woodstock en place, l'Amérique raciste, ils ont dégradé le mouvement des années 60 et s'y sont substitués. Ça donne Obama et le bout du bout, c'est-à-dire la version des Noirs des judéo-protestants qu'ils ont substitué à celle des années 60 qu'ils ont assassiné, dont Hillary Clinton est le bout. On a là toujours le processus de dévirilisation d'un système imposteur, quoi, si vous voulez. Et c'est des références récurrentes à Hollywood. Et on trouve dans Alien. Et dans le deuxième Alien, on voit dans la deuxième série, on voit bien que la déportation dans les guerres néocoloniales, puisque je rappelle pour les connaisseurs qu'il n'aura échappé à personne que les Américains, les troupes qui sont envoyées là-bas, pendant qu'ils se battent contre les aliens, il y a un bruit de barrissement d'éléphants. Pascal, arrête-toi, Hudson, fais gaffe! Hux! Hein, les aliens, quand ils attaquent, ça fait des bruits bizarres. Et en fait, le réalisateur a mis des bruits de barrissement d'éléphants, il l'expliquait. Les éléphants, c'est l'Afrique, donc c'est le néocolonialisme. Plus les Américains se déportent, par exemple, après l'assassinat de Kennedy, ils se remettent au Vietnam dans une optique de compétition contre l'URSS, hein, et donc ils s'aliénisent progressivement dans le pôle militaire et le culte de la science, dégradant. Et si vous voulez, on est toujours dans le mythe d'Odin qui troque son œil à la fontaine de Mimir contre la science
Et c'est ce qui explique sa fin dans le Ragnarok contre le loup Fenrir. Et le bout du bout, c'est probablement le judaïsme. Et donc, on peut dire aussi que les aliens, ça peut être le judaïsme quelque part. C'est-à-dire qu'ils s'aliénisent, les Américains, par la déportation. Et vous regardez, d'ailleurs, il y a une des marines qui, à un moment, soulève la tête d'une autre et c'est son porté craché. En fait, les colons qui sont bouffés par les aliens ne sont que la retranscription des Marines qui se déportent à l'extérieur. Il y a un double jeu. Il y a toujours dans le Alien le double langage de la compétition carriériste qui est rappelé par le type là, qui travaille pour la compagnie et qui trahit tout le monde. Là, qu'on est bien dans la compétition carriériste. Il y a le langage de l'Amérique qui s'investit dans des guerres néocoloniales et qui poursuivent le plan colonial anglais, parce que les États-Unis sont que l'extension coloniale de l'Angleterre. Hein. Ils n'en sont que la manifestation accentuée dans le temps. Et donc ils reprennent à leur compte le colonialisme anglais. Et ça les aliénise, et par leur guerre de dégradation opérée dans le monde, ça permet la résurgence d'Israël. Donc la série Alien aborde ça aussi. Hein. Et donc, dans le deuxième volet de la série Alien, il y a ce processus de dévirilisation qui s'opère et d'aliénisation, hein, d'aliénation aussi qui s'opère. Et bon, je ne parle pas du troisième volet qui est autre chose et qui est plus dans un environnement clos. Hein. Mais bon, c'était pour parler des deux premiers épisodes. Le troisième est intéressant aussi, mais c'est plus, on est plus au niveau social là. On n'est plus tout à fait dans le troisième Alien. On est plus dans des guerres. On n'aborde pas le thème des guerres néocoloniales. On est plus en vase clos par rapport à la société américaine et au monde du ouvrier notamment. Enfin, au niveau des luttes des classes. Donc c'est un autre discours à ce moment-là. Mais et puis on a aussi dans d'Alien 2 le rapport des mères aux filles, si vous voulez, hein, avec un peu le mythe de la sorcière entre Ripley et puis Newt. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la petite fille que Ripley récupère. Donc, bon, tout ça c'est intéressant, mais ça suit la même logique. C'est pour vous faire comprendre qu'à partir du moment où l'Amérique raciste se substitue à celle des années 60, Hollywood va être accaparé par le lobby juif, les lobbies gays lesbiens, qui vont accompagner cette décadence, et il y aura des références. Alors, il n'y a pas que le lobby gay juif, le lobby gay lesbien se retrouve dans Le Silence des agneaux, mais il y a aussi le pôle protestant qui donne des signaux d'alarme par notamment les films d'Alien. Il y a quand même une lutte entre les deux. Et puis, bon, il faut savoir que les films qui sont oscarisés à Hollywood, en général, c'est pour récompenser le fait d'avoir accompagné de manière subliminale et dans l'inconscient collectif la décadence. Hein, puisque ceux qui tiennent Hollywood aujourd'hui, c'est un peu comme le principe de la Fed. La Fed est passée du patronat américain à un pôle juif sioniste. Un peu comme le World Trade Center est passé de catholique à protestant à sioniste, hein, directement. Voilà. De catholique à judéo-protestant à sioniste. Voilà. Il y a toujours un pôle dans la culture protestante à se faire accaparer du côté matérialiste juif. Voilà. Et donc ces films-là expliquent cette chose-là. Et donc dans le Silence des agneaux, on a ce processus assez pervers dans Le Silence des agneaux qui vient du pôle gay et lesbien, voilà, et qui accompagne le mouvement juif sioniste dans la décadence.